Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un tour de toute la fiscalité immobilière, tous les régimes fiscaux, la location nue, la location meublée, la location en société. On va regarder tout ça et on va partir sur de bonnes bases pour faire des bons achats immobiliers cette année. C'est tout ce que je vous souhaite. On se retrouve directement sur mon écran. Et on va aller dans le détail. Donc comme je dis, fiscalité immobilière, donc on va voir qu'on a un gros arbre qui va se dessiner au fur et à mesure. J'espère que vous êtes prêts et que vous avez un petit café avec vous, parce que là il va falloir un petit peu réfléchir. On a donc deux grosses façons d'acheter dans l'immobilier avant de démarrer. La première solution, c'est d'acheter ce qu'on appelle en nom propre, personne physique, c'est vous personnellement qui êtes propriétaire du bien. Ou bien on a la deuxième méthode, c'est de dire on fait un achat en société, ce qu'on appelle une personne morale. Je détiens une société et cette société est propriétaire du bien. On va avoir plusieurs cas à l'intérieur. Hop, si je clique et que ça marche bien. Quand on fait un achat en nom propre, on a deux grosses catégories, je pense que vous le savez. On peut soit louer son bien en location nue, soit le louer en location meublée. Dans le premier cas, on va être dans des revenus qu'on appelle fonciers. Dans le deuxième cas, on va être dans des revenus qu'on appelle BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Ce n'est pas la même case sur les impôts et du coup, ce n'est pas la même fiscalité en fonction de le type de location qu'on fait. Est-ce qu'on met des meubles à l'intérieur de son logement ou pas? Si on regarde les sociétés, il y a plusieurs possibilités. On peut investir dans tous les types de sociétés. En fait, n'importe quelle société peut posséder de l'immobilier. Donc on peut avoir des SARL, des SAS, des SASU, des EURL qui achètent de l'immobilier. Mais ce qui se fait quand même le plus souvent, c'est de la société civile immobilière, c'est de la SCI. C'est fait pour, comme son nom l'indique. Donc on va plutôt se concentrer aujourd'hui sur la SCI. La SCI, vous le savez peut-être, mais en fait, on a deux possibilités. D'un côté, on peut être imposé à l'impôt sur le revenu et de l'autre côté, on peut être imposé à l'impôt sur les sociétés. Donc ça va déjà être les différentes possibilités quand on achète. Est-ce que j'achète en personne physique ou en personne morale? Si j'ai une personne morale, est-ce que je suis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés? Et si je suis en personne physique, est-ce que je suis en location nue ou en location meublée? Sachant qu'en société aussi, on va avoir la distinction location nue, location meublée. On va aller creuser pour commencer la partie personne physique qui est la plus classique, hein. La plupart des Français investissent en nom propre directement. On commence souvent par ça parce que c'est plus simple, il n'y a pas de société à créer, donc c'est un peu la facilité. Et donc là, on va regarder un petit peu les différences entre la location nue et la location meublée. Ce qu'on va voir, c'est que déjà dans les deux cas, il y a une distinction entre ce qu'on appelle le micro ou le forfait, les deux noms existent, et le réel. Ok, dans les deux cas, on a le micro foncier d'un côté, le micro BIC de l'autre, c'est l'équivalent. Et puis on a le foncier réel d'un côté, le BIC réel de l'autre, c'est l'équivalent aussi. Donc là, ça fonctionne pareil. Dans le micro foncier, on va avoir une condition qui va être d'avoir des loyers hors charges inférieurs à 15 000 euros. Alors que dans le micro BIC, là, on va avoir des loyers charges comprises qui doivent être inférieurs à 77 700. Ça, c'est hors Airbnb. On creusera le sujet Airbnb dans une autre vidéo parce qu'il est plus complexe et il bouge pas mal. Et ce qui va se passer, c'est que dans le micro foncier, on va avoir un abattement de 30% sur nos loyers. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous avez un appartement qui est loué 500 euros par mois, ça vous fait 6 000 euros à l'année. Eh bien, vous allez enlever 30% sur ces 6 000 euros et vous n'allez payer des impôts que sur l'assiette restante, les 70%. Sur le micro BIC, c'est-à-dire quand on fait de la location meublée, c'est le même principe, sauf que l'abattement, cette fois, il n'est pas de 30%, il est de 50%. Donc on a déjà un intérêt qui est un peu plus important pour de la location meublée à ce niveau-là. Mais le plus gros intérêt quand même, en général, c'est de se mettre au réel. Autant en foncier qu'en location meublée, on va voir pourquoi. Le régime réel, on n'a pas de plafond, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, même si pour le BIC, il y a une histoire de réel simplifié et réel classique, mais on ne rentre pas dans le détail là-dedans. L'idée, c'est de se dire qu'en fait, le micro, c'est fait pour les petits investisseurs quand ils démarrent et qu'ils ont envie que ce soit simple. Et effectivement, c'est très simple parce que on achète en nom propre, on loue, on ne déclare aucune charge, on ne déclare rien du tout. On enlève juste 30% sur les loyers qu'on touche, qu'il faut quand même déclarer, bien sûr. Quand je dis on déclare rien du tout, on déclare ses loyers. On enlève 30%, on paye nos impôts là-dessus et merci, au revoir, il n'y a pas besoin de faire plus. Le réel, c'est fait pour les investisseurs qui ont déjà un peu plus de patrimoine
ou alors qui se mettent volontairement au réel. Il faut savoir que du coup, ces plafonds-là, ce sont des plafonds maximum. Donc en fait, si vous dépassez les plafonds, vous êtes obligé de passer au réel. Mais si vous êtes en dessous des plafonds, vous pouvez faire un choix, une option d'être au réel. Donc même si j'ai un loyer de 10 000 € par an uniquement, ou même si j'ai que 6 000 € par an, comme sur mon exemple avec mon appartement qui est loué à 500 € par mois, je peux choisir volontairement d'être au réel, même si j'ai un loyer que je déclare qui est assez faible. Ce qu'on va voir sur le foncier, du coup, c'est qu'on va déduire la plupart des charges. Je dis bien la plupart des charges parce qu'on n'aura pas tout. On va avoir donc toutes les charges locatives, les charges de copro, on va avoir les intérêts d'emprunt, on va avoir tous les travaux qui vont être déduits aussi, hors les travaux d'agrandissement qui ne sont pas pris en compte. De son côté, sur la location meublée, là on va vraiment pouvoir déduire toutes les charges et on va avoir les amortissements. Alors déjà sur les charges, ce qu'on va avoir en plus c'est que tous les travaux vont être déductibles sur de la location meublée. On va aussi pouvoir déduire certains frais comme des frais de notaire ou des frais d'agence qui ne sont pas déductibles au régime foncier. Et donc en fait on va se créer quand même plus de charges quand on est sur de la location meublée. Et en plus, on va avoir les amortissements. Donc les amortissements, c'est un gros mot qu'on entend très souvent. Ça veut tout simplement dire qu'on va considérer que le bien immobilier perd de la valeur comptablement, alors que dans la réalité, le bien immobilier, il a plutôt tendance à prendre de la valeur. Mais on considère qu'il perd de la valeur et que du coup, au bout de 20 ans, il faudra le remplacer. Et du coup, on va le diviser en 20 et puis on va venir faire une charge fictive. C'est-à-dire qu'on va dire, quand même, mon appartement de 100 000 €, je vais faire comme si il perdait 5 000 € de valeur tous les ans. Donc sur 20 ans, il vaudra 0. Et du coup, en fait, je vais venir déduire de mes loyers 5 000 € tous les ans. Ça, c'est vraiment un truc comptable qui est un peu spécial pour l'immobilier, qui se fait beaucoup en comptabilité d'entreprise classique. Quand on achète un ordinateur, par exemple, on va l'amortir parce qu'effectivement, au bout de X années, l'ordinateur ne fonctionne plus. Pour de l'immobilier, ce n'est pas trop le cas, mais c'est quand même comme ça que le régime fonctionne. Il est en train d'être modifié, je pense que vous avez suivi un petit peu l'actualité, mais en tout cas, pour le moment, c'est comme ça que ça fonctionne. On note bien que c'est la valeur du bien hors terrain, donc en fait on va enlever la valeur du terrain et on va amortir le reste. Donc notre appartement de 100 000 €, il y a peut-être entre 15 et 20 000 € de terrain, et c'est les 80 000 € qui restent qu'on va se mettre à amortir. Si on revient sur notre régime foncier, on a une possibilité qui est assez intéressante quand même, c'est de déduire du déficit sur ses revenus d'activité, sur ses salaires, dans la limite de 10 700 €. Donc si on a des travaux qui sont hyper importants et que en fait ces travaux ils vont déjà ramener nos loyers à zéro, et le surplus on a la possibilité de le mettre sur notre salaire à nous et du coup de réduire notre salaire imposable de 10 700 €. Et du coup là en fonction de votre tranche marginale d'imposition, ça peut vous faire économiser pas mal d'impôts. Quelqu'un qui est sur une tranche d'imposition à 30%, il déduit 10 700, ça va lui faire gagner 3 200 € à peu près d'impôts. Donc c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. C'est quelque chose qu'on ne va pas avoir sur de la location meublée. En revanche, sur la location meublée, il y a un seuil qu'il faut regarder de près, c'est le seuil du LMP. Donc là, depuis le début, je parle de location meublée, de BIC de manière générale, alors qu'on entend plutôt le mot LMNP. Donc il faut savoir que la location meublée, c'est un grand groupe, et à l'intérieur, on peut avoir la location meublée non professionnelle, le LMNP, et on peut avoir la location meublée professionnelle, LMP. Qu'est-ce qui va faire qu'on va passer d'un régime à l'autre? Eh bien, c'est les deux critères qu'on a ici. Donc en fait, il faut, pour être LMNP, une des deux conditions, c'est que nos loyers, charges comprises, et attention, j'insiste bien sur le charges comprises, ça prend toutes les charges locatives, ça prend les frais Airbnb si jamais vous faites de la location courte durée. Donc vraiment, chaque euro que vous touchez doit être inférieur à 23 000 €, ou bien il faut que vos loyers, toujours charges comprises, soient inférieurs à vos revenus d'activité, globalement vos salaires si vous êtes salarié. Et donc, si jamais vous avez 50 000 € de salaire à l'année, vous pouvez faire jusqu'à 50 000 € de location meublée tout en restant en location meublée non professionnelle en LMNP. Si jamais les deux conditions ne sont pas réunies, si jamais vous avez à la fois des loyers qui sont de plus de 23 000 € et à la fois des loyers qui sont supérieurs à vos revenus d'activité, vous êtes automatiquement dans la case de loueur meublé professionnel. Avant de rentrer dans le détail ici, je vais faire un petit coup de fiscalité et vous allez voir que justement j'ai des jolis traits là qui vont apparaître.
comment est-ce qu'on est imposé sur nos loyers? Parce que c'est ça quand même qui est important. Quand on fait du foncier au réel, eh bien, on va être imposé au barème de l'impôt sur le revenu. Et ce barème de l'impôt sur le revenu, c'est votre TMI, donc entre 0 et 45%, auquel on rajoute 17,2 de prélèvements sociaux, CSG, CRDS, et vous avez aussi 6,8% de CSG déductible. On voit que cette case-là, elle est rejointe par pas mal de choses, parce que pour le micro-foncier, en fait, c'est la même chose. Vous avez votre abattement, et puis vous allez être imposé sur le reste au barème de l'impôt sur le revenu. Pour de la location meublée, LMNP, ça va être la même chose. Microbic aussi. En fait, on va déduire toutes les charges, les amortissements, et ce qui vous reste, ce qu'on appelle l'assiette imposable, elle va être en fait imposée au barème de l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux. Et on aura à la fin un impôt à la revente qui sera le même pour le micro-foncier, le foncier réel, le microbic et le LMNP, et qui sera de 19% d'impôt sur le revenu, plus 17,2 de prélèvements sociaux, ce qui nous fait 36,2 d'impôt sur la plus-value au total, sachant qu'on a aussi des abattements pour durée de détention qui peuvent vous permettre de ne pas payer d'impôt au bout de 22 ans pour l'impôt sur le revenu et au bout de 30 ans pour les prélèvements sociaux. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle l'imposition pour les particuliers, qui est toujours la même. Globalement, je suis dans un régime de particulier, barème de l'impôt sur le revenu, plus-value des particuliers, 36,2% d'impôt, avec des abattements pour durée de détention. Le LMNP, c'est encore en train d'être discuté, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, avec une histoire de réintégration des amortissements. On va en parler un petit peu après. Si vous ne voyez pas ce que c'est la réintégration des amortissements, on va en parler plutôt sur la partie société, donc ne vous inquiétez pas. Je fais un petit arrêt sur le LMP, même si c'est un régime qui est quand même beaucoup plus complexe. Mais le LMP, donc du coup, si jamais on commence à avoir des loyers qui sont très élevés en location meublée, ce qui est bien, c'est qu'en fait le LMP, un des avantages, c'est qu'on peut aussi déduire en fait son déficit sur ses revenus personnels, comme on le faisait pour le déficit foncier. Donc ça peut être bien parce qu'on peut aussi le faire tous les ans, alors que le déficit foncier, c'est limité à l'année des travaux. Donc en fait, on a des gens qui ont des gros projets en LMP et qui peuvent en fait réduire vraiment leurs impôts personnels et du coup faire des gros gains tout de suite. Donc ça peut être assez sympa. Ce qu'on va avoir comme imposition, ça va être le barème de l'IR, comme on vient de le voir, plus des cotisations sociales qui sont environ de 31% du bénéfice. Faites attention parce qu'on parle souvent de cotisations sociales entre 40 et 45%. Alors oui, ça c'est le taux de cotisation sociale, mais en fait, ça ne se calcule pas exactement comme les autres impositions. C'est-à-dire qu'en fait, les cotisations sociales sont déductibles de leur propre assiette. Et au final, ça fait un calcul un peu bizarre qui fait que le vrai pourcentage qui s'applique sur notre bénéfice, vraiment nos loyers, une fois qu'on a enlevé nos charges, nos amortissements, etc., c'est plutôt de l'ordre de 31%. Donc c'est ce chiffre qu'il faut garder en tête, qui est quand même déjà très élevé, hein, on ne va pas se mentir, mais c'est quand même un peu moins élevé que 40 à 45%. Pour ce qui est de la plus-value à la revente, on va être sur de la plus-value des professionnels et là on va devoir distinguer la plus-value court terme et la plus-value long terme. La plus-value court terme, qu'est-ce que c'est? C'est les amortissements que vous avez utilisés pendant la location de votre bien pour réduire votre assiette de loyer. Ça va être imposé à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, comme on vient de le voir au-dessus. Et on a d'un autre côté la plus-value long terme, qui est la vraie plus-value immobilière, en fait un prix de vente moins prix d'achat, qui va être à la flat tax à 30%. Ce qui est bien, c'est qu'on a une possibilité d'avoir une exonération de l'impôt sur le revenu après 5 ans. Si vous avez un loyer qui est pas trop élevé, inférieur à 126 000, ce qui est quand même déjà pas mal hein, quand on a 126 000 euros de loyer, vous avez la possibilité d'être exonéré après 5 ans de détention. Donc c'est pour ça qu'il y a des trucs quand même assez intéressants en LMP aussi. C'est un régime fiscal qui s'étudie. On paye beaucoup quand même au début parce que il y a des cotisations sociales qui sont fortes. Même si c'est toujours pareil, si on a une assiette imposable qui est à zéro, on paye alors presque zéro. En temps normal, on paye zéro, mais avec les cotisations sociales, il y a quand même un minimum à 1 200 euros à payer tous les ans. Mais on peut se retrouver sur des projets où on ne paye que 1 200 euros d'impôt de cotisation sociale tous les ans parce que on est en déficit. Et en fait, on se retrouve à vendre le projet à 5 ans avec une plus-value qui est quand même assez allégée. Même si elle n'est pas totalement exonérée, on aura toujours des cotisations sociales à payer, mais on peut avoir des plus-values assez faibles. Donc dans certains projets, ça peut être intéressant.
Là, on a fait le tour de la location, de l'achat, pardon, en nom propre, donc personne physique. On voit que ça fait quand même un joli arbre avec pas mal de choses. Je vous mettrai un lien juste en dessous pour télécharger cet arbre récapitulatif pour que vous l'accrochiez au fond de votre bureau et que vous le regardiez tous les jours pour que vous soyez des experts de la fiscalité. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur maintenant les sociétés. On va voir un peu comment ça fonctionne et est-ce que c'est vraiment différent. On va commencer par l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, donc on a une SCI à l'IR. On a la possibilité de faire uniquement de la location nue et de faire, alors du coup on a la possibilité de faire principalement de la location nue et il y a une tolérance à 10% pour faire de la location meublée. Donc ça il faut le savoir quand même, location meublée SCI à l'IR, c'est presque interdit, 10% uniquement, donc c'est très peu. Et là, vous allez voir que j'ai fait un grand trait. Je ne me suis pas fait chier, c'est le cas de le dire, parce qu'en fait, ce n'est pas la SCI à l'IR, c'est exactement la même chose que les revenus fonciers. C'est-à-dire qu'on va revenir exactement là-dessus, sauf que en fait, chaque associé va prendre un pourcentage des loyers. Vous êtes deux associés à 50-50, vous avez une SCI à l'IR qui gagne 10 000 euros par an, eh bien c'est comme si vous aviez chacun un appartement qui rapporte 5 000 euros par an, et du coup c'est ça que vous allez chacun déclarer sur vos feuilles d'impôt. Donc en fait c'est très simple, il faut juste faire la quote-part de chacun, et puis ensuite on revient dans cette branche, et ça revient exactement au même. On peut faire du réel, on peut faire du micro, et c'est exactement le même fonctionnement. Donc je ne me suis pas embêté, ça repart directement sur de la location au foncier, de la location nue classique. Ce qui va nous intéresser, c'est la location, c'est la SCI à l'IS, pardon, qui est souvent une bonne solution quand on commence à être un peu sérieux dans l'investissement immobilier et qu'on veut les enchaîner. On va voir pourquoi. La SCI à l'IS, ça permet déjà de faire de la location et ou meublée, sans distinction de pourcentage ou de limite ou de quoi que ce soit. On fait ce qu'on veut à l'intérieur. On va pouvoir déduire toutes les charges et l'amortissement valeur du terrain, exactement la même chose que pour le LMNP. Donc là, vraiment, tout y passe. On peut même se mettre des indemnités kilométriques sur la société, c'est plus facile qu'en LMP. On peut passer des restaurants quand on est en visite, on peut passer éventuellement des hôtels. Il faut toujours que tout ça soit fait dans le cadre de la SCI, évidemment, mais ça va être beaucoup plus facile de passer des charges quand on est sur une société que quand on est en nom propre. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt pas mal pour pouvoir réduire sa base imposable et toujours diminuer sa fiscalité. Qu'est-ce qu'on va payer comme impôt? On va avoir le barème de l'impôt sur les sociétés cette fois, non plus le barème de l'impôt sur le revenu, qui est de 15% d'impôt jusqu'à 42 500 euros de bénéfices. Donc c'est pas de loyer, donc c'est quand même déjà une limite qui est assez élevée. Hein. Faire 42 000 euros de bénéfices, c'est plutôt haut, parce qu'on a des amortissements, des charges, tout ça qui viennent se déduire de nos loyers. Donc en général, on ne paye que 15% d'impôt sur notre SCI. Et on va avoir par contre une double imposition, ça c'est un peu le souci de la SCI, c'est de dire que en fait c'est bien, on n'est pas beaucoup imposé, mais l'argent il est sur le compte de la société et si jamais on veut se le mettre dans la poche, en général on va se verser des dividendes, on peut aussi se verser un salaire mais ce n'est pas ce qui est fait le plus souvent. Et les dividendes, on a le choix, ça va être soit la flat tax à 30%, qui va peut-être passer à 33, soit le barème de l'impôt sur le revenu et les 17,2 de prélèvements sociaux comme on avait sur les locations en nom propre. Ce qu'on va avoir aussi, c'est l'impôt à la revente. C'est là que la SCI à l'IS est un petit peu perdante par rapport aux autres régimes fiscaux parce que on va calculer ce qu'on appelle la valeur nette comptable. C'est-à-dire que tous les amortissements dont on a parlé avant, que vous avez utilisés pour réduire votre base imposable sur vos loyers, quand vous étiez en train de louer votre logement, et bien en fait on va les reprendre et puis on va les réintégrer dans la plus-value. Les réintégrer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va prendre notre plus-value classique, donc j'achète un bien à 100 000 euros, je le revends 150 000. J'ai une plus-value immobilière, on va dire de 50 000 euros, mais peut-être que pendant les années où j'ai loué mon bien, j'ai profité de 30 000 euros d'amortissement qui m'ont permis de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Et du coup, ces 30 000 euros, on va les rajouter à notre plus-value et on n'aura pas 50 000 euros de plus-value, mais on aura plutôt 80 000 euros sur lesquels on va payer le barème de l'impôt sur les sociétés. Et donc là, 80 000 euros, on va payer 15% d'impôt jusqu'à 42 500 et puis 25% au-dessus sur cette plus-value. Donc c'est au moment de la revente, en général, que le barème de l'impôt sur les sociétés commence à taper un petit peu, parce que là, on arrive assez vite dans la tranche à 25%.
L'avantage de la SCI à l'IS, tout comme la location meublée, c'est quand même de, avec les amortissements, ne pas payer d'impôts pendant 5, 10, 15, 20 ans. Ça va vraiment dépendre du rendement de votre projet. Plus le rendement est faible, moins vous touchez de loyer et plus vous allez avoir un grand nombre d'années pendant lesquelles vous n'allez pas payer d'impôts. Sur des projets extrêmement rentables, on peut se mettre à payer d'impôts pendant 5 à 7 ans, au bout de 5 à 7 ans, pardon. Mais du coup, c'est quand même déjà pas mal d'années sans impôts et puis après on peut revendre et repartir sur un autre projet. Voilà, écoutez, on a fait un très beau tour, ça fait une belle œuvre d'art, on est assez content. Bienvenue dans la fiscalité immobilière française. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était clair surtout et que vous avez appris des choses. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir télécharger ce récap et pour pouvoir le regarder et puis l'apprendre bien sagement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous souhaite encore une très bonne année, de très beaux projets pour 2025. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!